Bonsoir Dominique Seux. Bonsoir. Vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos. On va revenir avec vous sur les rebondissements de l'affaire Carlos Ghosn. On va évidemment parler de cette mise en examen hier du PDG de Renault. Mais aujourd'hui, il contre-attaque et il porte plainte pour contester son maintien en prison. Il faut dire que Carlos Ghosn est incarcéré depuis plus de 3 semaines maintenant. On va revenir sur ces conditions d'incarcération très particulières. Mais avant cela, Dominique Seux, peut-être qu'on peut rappeler ce qu'on reproche à Carlos Ghosn. Alors, il y a ce qui est officiellement reproché pour l'instant, c'est d'avoir sous-évalué ses revenus dans les documents transmis aux autorités financières japonaises. Des millions d'euros. Alors, des millions d'euros, presque entre 30 et 40 millions sur une première période entre 2010 et 2015, et puis à nouveau entre 2015 et 2017. C'est-à-dire qu'il a déclaré ses revenus, mais il y en avait sous le pied, si je puis dire, il y en avait un peu plus. En tout cas, c'est ce qui est reproché par la justice japonaise. En fait, sur le papier, ça semble pas énorme. C'est quand même pas mal. Non, les sommes sont considérables. Les sommes sont absolument considérables, mais le reproche, on n'a pas tué père et mère. Et donc là, la question, c'est de savoir s'il y a une disproportion entre les moyens mis en œuvre et les reproches juridiques. Mais je disais, il y a ce qui est officiellement reproché. En réalité, derrière, il semble qu'il y ait beaucoup plus. C'est-à-dire que la justice japonaise est en train de dire, c'est elle qui le dit, il faut vérifier, mais elle est en train de dire, attendez, il y avait 5 appartements qui étaient payés par Nissan. Voilà, la société japonaise, le constructeur de mobilier. Un peu partout. Des emplois fictifs probablement. Une de ses sœurs rémunérée pour on ne sait quoi. Tout un monde des sociétés immatriculées dans les paradis fiscaux et dans les îles Vierges britanniques, paradis fiscal bien connu. Ce ne sont que les accusations pour l'instant. Évidemment, il faut attendre la contradiction. Mais c'est vrai qu'on est en train de découvrir quand même un personnage obsédé par l'argent, alors que c'était plutôt quelqu'un qui avait une réputation très carrée, très solide, très statutaire. Et d'ailleurs, les salariés de Renault baptisent aujourd'hui l'affaire Gilets Ghosn, évidemment, en référence au mouvement. On voit bien que c'est un peu cyniquement un contraste qu'ils mettent en valeur entre leur mode, leur niveau de vie et celle de leur patron, qui était complètement ailleurs, vous disiez, en préparant l'interview. Parce que le PDG, le patron du numéro 1 mondial de l'automobile. L'automobile, c'est avec le transport aérien, avec les constructeurs, avec Boeing, Airbus, c'est les entreprises les plus emblématiques du monde. Ça ne justifie pas du tout bien sûr. ces dérapages. Non, mais absolument pas. Mais c'est un autre monde. Il passait, dit-on, et il le disait lui-même, je crois d'ailleurs, 110 nuits par an dans son avion, c'est-à-dire entre Tokyo, les États-Unis, Amsterdam, Paris, c'est-à-dire une vie qui est complètement sur tous les continents à la fois, avec manifestement pas mal de haltes à Beyrouth, à Rio, un peu partout dans le monde, pour gérer quand même 7 à 8 marques qui sont connues dans le monde entier. Ça ne justifie pas ce comportement, s'il est exact, ça le justifie d'autant moins qu'en réalité, il met manifestement en péril ce comportement. L'avenir dans l'entreprise. Et donc, il y a une responsabilité morale, il y a une faute morale, mais il y a une faute, j'allais dire, économique également. Absolument. Alors, en attendant son procès, Carlos Ghosn est enfermé, on le disait, depuis plus de 3 semaines, en garde à vue. Ça pourrait encore durer au moins 20 jours, ou jusqu'à 20 jours. C'est quand même inédit. La garde à vue en France, c'est quoi? C'est 48 heures. C'est un peu plus dans certains cas, surtout dans le terrorisme, etc. Mais est-ce que c'est un traitement particulier ou est-ce que c'est la loi au Japon? Non, c'est la loi au Japon. Alors tout le monde est en train de découvrir le système pénitentiaire et judiciaire japonais qui est assez particulier. Il faut donner ces détails. Il est dans une cellule de 6 mètres 48. Alors 6 mètres 48, écoutez, c'est à peu près le plateau sur lequel nous sommes assis tous les deux. C'est très petit. Donc c'est quand même assez petit. Il n'a pas droit, semble-t-il, de se lever. Quand il se lève simplement aux heures, il doit se rasseoir. Quelqu'un dans le couloir passe et dit en japonais, il faut s'asseoir. 3 repas assez sommaires par jour, 2 promenades. Il a le droit de lire. Alors la lumière allumée, je ne sais pas, mais il a le droit de lire des journaux, des livres. Et quand il parle à des personnes extérieures qui viennent le voir, il faut que ce soit en japonais ou traduit par un interprète japonais. Alors, il a demandé d'être libéré. Est-ce que cette demande va être... Elle a été refusée. Elle a été refusée, cette demande. Alors, il y aura d'autres procédures, mais elle a été refusée aujourd'hui. Il ne sera pas libéré. Il est très vraisemblable qu'il passe Noël en prison. Nous sommes, vous l'avez dit au début, à 23 jours et ça va continuer un certain temps. C'est ce qu'on appelle le système presque de l'otage du système judiciaire japonais, c'est-à-dire on vous maintient en tension jusqu'à ce que vous craquiez.
C'est ça l'objectif de cette très longue garde à vue. On parle de justice de l'otage, oui, c'est ça que Voilà, justice de l'otage, c'est-à-dire que tant que vous n'avez pas avoué ce que la justice veut vous faire avouer, vous êtes maintenu en détention. Mais attention, ça n'est pas appliqué spécialement à lui, c'est le système judiciaire japonais. Là, il va au procès. Ah ben, il va aller. Est-ce qu'il y a des chances, même infimes, d'acquittement? Quand on regarde les statistiques japonaises, notre correspondant au Japon, le correspondant des Échos, qui fait un travail absolument remarquable, qui s'appelle Yann Rousseau, a regardé que dans 95 à 99% des cas, non, vous êtes condamné. Voilà, la justice a un dossier assez lourd. Attention. Que risque Carlos Ghosn, du coup? Je crois que c'est 10 ans dans le cas, 10 ans de prison. Alors, on parle de ces conditions de détention. On parle aussi, vous le disiez vous-même, des groupes. Il a été démis de ses fonctions auprès de Nissan, de Mitsubishi. Et alors, en France, il est toujours PDG de Renault. Qu'est-ce qui se passe du côté de Renault, justement? Je pense que Renault, et c'est assez légitime, a envie d'en savoir un petit peu plus sur le contenu de ce qui lui est reproché. Pour l'instant, on entend parler le parquet japonais, la justice japonaise, qui transmet des informations aux médias japonais. Donc, il faut que toutes les parties soient un peu informées pour être sûr. Mais Renault n'est pas informé? Renault n'est pas très informé. Mais à la minute où nous parlons, en ce moment même, les avocats ou l'équipe de Nissan, une équipe de Nissan est arrivée à Paris. Aujourd'hui même? Alors, hier soir, dans la nuit, elle est dans un hôtel parisien et elle a mis à disposition un dossier de 400 pages, qui est le dossier qui est de reproches établis par Nissan à l'encontre de Carlos Ghosn. Que n'avait jamais consulté Renault. Alors, jusqu'à maintenant, ces derniers jours, Nissan avait transmis à Renault, qui est pourtant son actionnaire majoritaire, c'est absolument incroyable, avait dit « on veut bien vous montrer des slides », vous savez, des diaporamas de synthèse. Renault avait dit « écoutez, vous foutez du monde, non, on veut voir quelque chose de plus sérieux ». Ils arrivent avec 400 pages, et à la minute où nous parlons, le conseil d'administration de Renault et la direction de Renault est en train de se dire « est-ce qu'on va voir ce dossier, mais juridiquement, est-ce que ça nous engage en quoi que ce soit, ou est-ce qu'on ne va pas le voir ?» Et l'État français, le gouvernement, doit décider si l'actionnaire étatique, lui, va aller voir le dossier. Pourquoi ne pas aller C'est une le affaire voir? à la fois incroyablement... C'est une affaire économique, évidemment, mais c'est people en même temps. C'est du polar, c'est assez incroyable. Pourquoi ne pas aller voir le dossier? Que risquerait pour des raisons juridiques, parce qu'il y a le conflit entre le droit japonais, il doit avoir le droit néerlandais, le droit américain, enfin, il y a beaucoup de choses sur la table. Est-ce qu'il y a des précédents en France où un PDG mis en examen continue d'exercer ses fonctions? Est-ce qu'il pourrait finalement rester à la tête de Renault? Non, mais je pense que dans la réalité des choses, le pouvoir a été transmis, le pouvoir exécutif a été transmis à Thierry Bolloré, voilà, le numéro 2. Et donc, il est déjà d'office plus